Alors ça vient souvent d'une envie de peinture, une envie de couleur, une envie de composition, qui petit à petit se transforme en image qui m'apparaît, et après il y a une histoire qui se forme là autour, ou des fois c'est le contraire, ça peut aussi être une histoire que j'essaie de traduire en peinture. Donc il n'y a vraiment pas de logique, il n'y a pas de procédé, ça peut être, ça peut venir de n'importe où, d'une rencontre, d'un hasard, d'une improvisation. Ils avaient 13 ou 14 ans, ils étaient allés faire de la musique dans un squat au Goulet. Et pendant 3 jours et 3 nuits, ils ont joué du reggae dub avec des instruments indiens. Et ils ont oublié d'avertir leurs parents. Et leurs parents m'ont contacté moi parce que je faisais un peu de graphisme à l'époque. Ils m'ont demandé de faire un avis de recherche. Donc j'avais les photos de ces 3 enfants que je ne connaissais pas à l'époque. J'ai juste imprimé un avis de recherche. On l'a collé sur les arbres du parc Stagny à Chenbougerie, dans le cadre d'une exposition. Et voilà, après je les ai rencontrés quand ils ont réapparu après 3 jours et 3 nuits. Alors Vassili, il faut savoir qu'il était autiste avant, jusqu'à ses 18 ans ou 19 ans, je ne sais plus. Il était autiste, il jouait de la musique de façon répétitive, il jouait du sitar, mais que des phrases répétitives. Il était dans un institut, l'Institut Lacombe. D'ailleurs, la mère de Naïma s'occupait de lui parce qu'elle est infirmière, enfin elle était. Et il s'est fait opérer de la pierre de la folie un jour par le docteur Bezzola. Et l'opération a bien marché. Et maintenant, il n'est plus autiste. Il reste un peu étrange comme ça, mais il est presque normal. Et maintenant, parmi mes 3 modèles, c'est celui qui est le plus social, le plus apprécié. Il avait fait une Vassili Party, donc une fête où il invitait des gens, c'était en 2005 ou 2008, enfin je ne sais plus. Il avait invité notamment mon galeriste Roger Haas, qui était déguisé en poussin. Tout le monde était habillé en animaux de la ferme et j'avais fait une sorte de série un peu avec des cadrages cinématographiques, comme ça panoramiques. Et là, j'ai eu envie pour cette exposition Entremets de refaire une Vassili Party, mais 3 ans plus tard, avec l'idée que Vassili n'a plus les moyens d'engager un cuisinier. Le cuisinier, à l'époque de la première Vassili Party, c'était Cyril Van Den Busch. Là, maintenant, il y a eu la crise entre Gilles et moi, donc il s'est dit, je ne vais pas inviter d'êtres humains, je vais inviter que des marionnettes. Vassili est marionnettiste depuis 2005 environ, donc il a une grande collection de marionnettes. Et les marionnettes elles-mêmes ont peut-être invité d'autres, enfin je ne sais pas comment ça s'est passé, mais pour finir, il y avait vraiment beaucoup de protagonistes dans cette fête. Et certains n'ont plus du tout l'air d'être des marionnettes. Alors est-ce que c'est des marionnettes qui se sont transformées en humains? Est-ce que des humains ont réussi à se faufiler au milieu et à quand même venir? Je ne sais pas. J'avais juste décidé qu'il allait être à table entouré de ses marionnettes et qu'il aurait de la junk food devant lui et qu'il n'allait pas la partager. En gros, c'est un peu le 3 manges, 300 regards, le dicton bulgare. Et j'ai pas du tout pensé à un côté sexuel, un côté bordel, un côté malsain et glauque, c'était pas prévu. Et ça, je crois que c'est quelque part le caractère de Vassili qui a fait que en fait, les invités sont venus avec des faux seins, seins nus, habillés en maîtresse dominatrice ou enfin, ce genre de choses très dénudées. Et je pense que c'est le caractère de Vassili qui a fait que les gens sont venus habillés comme ça. Je dirais qu'il y avait un peu l'ambiance d'un bordel. Et ça, c'est quelque chose qui m'a complètement échappé. Et ça m'arrive souvent avec mes personnages, et c'est un peu mon but. Même si c'est juste de la pâte à modeler que je mets en forme comme ça avec des scénarios, il y a quand même toujours leur côté humain qui est ressurgi et qui m'échappe complètement. Chaque année, je fais un autoportrait avec un personnage différent. Dans les premiers autoportraits, on me voit clairement. Il y en a certains où je me mélange avec Yohan, par exemple. D'autres, il faut mettre des lunettes pour voir en 3D. Là, je suis caché dans le blanc et ça apparaît avec les UV. Et puis, sait-on, je me cache un peu. Ça m'amuse d'apparaître d'une façon bizarre. Donc là, par exemple, c'est en passant à plus de 31 degrés qu'on me voit apparaître. Alors 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, et puis 11 et 12, c'est ce qu'on a vu avant. C'est tout de l'acrylique. La plus ancienne, là, celle qui est en relief,
c'est peint normalement. Les 3 premières sont peintes normalement. À partir de là, c'est ma technique à l'envers sur le plastique. Et donc le principe que j'utilise, c'est ça, c'est le fait que l'acrylique, je ne sais pas si tu vois, l'acrylique sur le plastique, on peut peindre sans problème. Et après, on peut aussi enlever la couche d'acrylique et on a une espèce de truc comme ça qui est moulé par le plastique, qui est extrêmement lisse. Du coup, à partir de ça, l'idée que j'ai eue, c'était de peindre sur un plastique une image en commençant par les couches qu'on voit en premier. Par exemple, là, il y a des traits rouges, on ne les voit plus derrière parce qu'ils sont couverts par autre chose, mais c'est ce qui va apparaître en premier. Et faire une peinture comme ça à l'envers, ensuite coller de la toile dessus et avoir comme ça des couches d'acrylique sur toile, mais qui ont été moulées par le plastique, donc cet effet extrêmement lisse. Et ce qui m'intéresse avec ça, c'est que les coups de pinceau, au lieu de venir depuis devant la toile, donc du côté du spectateur, comme une peinture normale, les coups de pinceau viennent de derrière la toile. Vu que mon travail, c'est toujours sur ce rapport à la fiction, que j'ai ces 3 personnages qui sont fictifs, et que moi-même, en fait, quelque part, je m'inclus dans leur histoire, donc j'ai envie d'être du même côté, enfin, je suis du côté des personnages imaginaires et pas du côté des spectateurs réels. Donc jusqu'en 2005, je me plaçais du côté des spectateurs, j'étais face à la toile comme un spectateur, et à partir de 2005, c'est comme si j'étais entré complètement dans la fiction et je me retrouve derrière la toile. Donc dans cette espèce de monde très proche du nôtre, mais légèrement fictif quand même. Et pour moi, le plastique, cette surface de la toile, elle symbolise un peu le passage d'un monde à l'autre. Alors ça, c'est mon nouveau gadget, on va dire. Avant, je travaillais en synthèse soustractive. Donc, comme tout le monde, c'est normal quand on fait de la peinture, on soustrait de la lumière. Donc, c'est de la synthèse soustractive en utilisant, par exemple, les 4 couleurs de la quadrichromie, le magenta, jaune, cyan et noir. Donc, avant, je peignais comme ça tout le temps. Ça veut dire que je commençais, par exemple, par peindre du bleu transparent, ensuite du rose transparent, du jaune transparent, et ensuite des noirs et blancs couvrants. Et ça donnait des images assez désaturées. Et maintenant, là, j'avais envie de plus de couleurs, des couleurs plus franches. Donc, je suis passé à la synthèse additive. Donc, au lieu d'enlever de la lumière, on ajoute de la lumière. C'est pour ça que j'ai un fond noir derrière mon plastique. Et chaque fois que j'ajoute de la couleur, ça rend le noir plus clair. Donc, c'est comme si le vert, c'était de la lumière. Le violet aussi et le rouge. D'ailleurs, le violet, c'est assez compliqué parce que c'est de la lumière, mais c'est une couleur très foncée. Donc, il faut que je bidouille avec un bleu plus clair. Et puis, du coup, c'est un peu comme avec les personnages qui m'échappent. Là aussi, il y a quelque chose qui m'échappe dans les couleurs parce que je ne peux jamais vraiment être sûr de mon résultat. Donc, je suis toujours très surpris après quelques semaines de travail. Quand l'image est finie, au moment de retourner le plastique, c'est toujours la surprise. Alors, il y a un écrivain, Jacques Housset. On travaille ensemble maintenant sur une aventure qui est en train d'arriver à Vassili, parce qu'il a découvert quelque chose sur Internet, un truc un peu digne d'un complot, comme ça. Il a découvert qu'il y a plein d'endroits qui s'appellent chansons tristes dans le monde entier, mais traduits dans toutes les langues. Il y a une histoire comme ça qui est en train de s'écrire et de se peindre, et de se passer en même temps. Donc là, la collaboration avec un écrivain, c'est génial parce que lui, il a un rapport très différent aux personnages, il les connaît aussi bien que moi, enfin, je crois, peut-être même mieux. Et quand je lis ses textes, je trouve que mes personnages sont plus vivants que dans mes peintures. Le fait de voir un écrivain qui s'empare de mes personnages et qui les peint, qui les dépeint, qui les écrit, je ne sais pas comment on dit, il les a vraiment rendus très vivants. Et du coup, ça me permet de découvrir certains traits de caractère de mes personnages. Et là, une fois de plus, les personnages m'échappent. Ça me plaît beaucoup. Sinon, il y a un artiste américain, David Shield, qui lui a 3 personnages imaginaires aussi, sauf que c'est plutôt des alter ego, c'est-à-dire qui se déguisent, il a des costumes, il change de caractère. Et j'ai rencontré à New York en 2010 et j'ai proposé que les personnages se rencontrent. Donc il est venu avec ses 3 personnages à lui. Et on a fait une rencontre ici dans l'atelier en public. Déjà simplement parce que la peinture ça me passionne, le côté justement chimie, magie, etc. En regardant sur un ordinateur, peut-être que la photo est mieux que la peinture. Mais après une photo c'est quoi là? C'est juste un fichier. Je ne l'ai jamais imprimé. Je ne pense pas que je pourrais l'imprimer en 1,60 m par 1,40 m, on verrait les pixels, ce serait moche.
Donc ça c'est déjà une des raisons qui fait que je ne vais pas montrer la photo mais que j'ai envie de faire des peintures. Et aussi, là il n'y a plus de mystère parce qu'on voit très bien que ce personnage n'est pas un être humain mais que c'est de la pâte à modeler. Là on voit très bien que ce gars c'est pas une marionnette mais que c'est un acteur grimé. Et là on voit que c'est une fille avec une perruque. Vassili, on voit plus du tout qu'il est moins réel qu'elle ou que lui. Donc en fait, ces détails que je perds en passant de la photo à la peinture me permettent de garder un mystère et d'avoir toujours ce doute, est-ce que les personnages sont réels ou non. Parce qu'il y a quand même toujours encore des gens qui se posent la question. Mais justement, je ne suis pas là comme photographe parce que j'utilise l'appareil photo en pensant à la peinture. Donc une fois, j'avais fait une séance de travail où il y avait un journaliste qui était là et un photographe. Et le photographe me disait qu'il ne comprenait pas du tout ma façon de travailler, qu'il trouvait que c'était anti-photographique, que c'était faux, que ça ne marchait pas. Et il est revenu quelques semaines après, il a vu le résultat, les peintures, et là il a dit « Ah d'accord, maintenant je comprends pourquoi tu travaillais de cette manière ». Donc je pense que c'est vraiment, je ne fais pas du tout de la photographie, c'est de la peinture. Dès le moment où je place les personnages et les lumières, c'est déjà de la peinture. Par exemple, pour cette série, j'ai travaillé avec des spots verts et rouges parce que j'utilise cette nouvelle technique avec le rouge, le vert et le violet, et ça m'intéressait d'avoir des couleurs franches qui soient en fait, que la lumière soit la même couleur que la peinture que je vais utiliser après. Ja, ich glaube, Jonathan Delachaux ist wie ein Vermittler zwischen diesen zwei Welten. Es gibt dieses Paralleluniversum mit Vassili, Naima und Johann und es gibt die reale Welt. Und er ist, man könnte auch sagen, er ist wie eine Hexe. Er ist also derjenige, der auf der Hecke sitzt und in diese beiden Richtungen kommuniziert und uns das auch übersetzt. Die Geschichten von seinen Charakteren. Er malt dieses Bild ja wie von innen nach außen. Das heißt, er sieht uns eigentlich so an, wie die Charaktere uns von innen, von dieser Welt uns anschauen. Und das ist auch wieder dieses Ambivalente zwischen diesen zwei Welten und das ist auch in dieser Maltechnik sehr stark enthalten. Und das ist auch das, was viele Leute fesselt, wenn sie sich näher und eingehend mit seinem Werk beschäftigen. Die Charaktere, die sind auch wieder hier, machen diese Ambivalenz, weil sie sind eigentlich hin und her gerissen zwischen totaler Verzweiflung auf der einen Seite und diese Hoffnung auf der anderen Seite. Und das ist auch wieder, es ist dieses bipolare Spiel auch wieder dieser zwei Welten und Jonathan Delachaux zeigt diese Vielfalt auch an menschlichen Zuständen, die wir alle kennen. Und das ist auch das Schöne, aber das muss jeder bei Jonathan Delachaux für sich selber entdecken. Donc on pourrait se demander quel est le but de tout ça, quelle est la finalité, où il faudrait idéalement arriver. Je pense qu'idéalement il faudrait arriver à ce que les personnages se débarrassent de leur créateur.